À plus, à plus, à plus, à plus. Bienvenue chez vous, nous sommes ravis de vous retrouver. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil. L'équipe est là et ça sera juste après le générique. Bienvenue chez vous, c'est parti. Vous nous regardez sur Anatel, sur la chaîne 13, mais également sur le site internet anatel.plus, où vous êtes nombreux à nous voir aussi de France. Pourquoi? Parce que vous aimez beaucoup nos chroniqueurs qui sont là autour de la table. Ça va, Audrey Nataf? Très bien. Notre coach personnel. Tout va bien? Très bien. Bon, bah super. Ah, docteur Lara. Bonjour. Vous êtes rapproché d'Audrey. Hein? D'habitude, vous êtes en face. Mais ça y est, on devient copains maintenant. Ouais. D'accord, c'est bien. Ah, ça c'est bien, je suis content de l'entendre. Docteur Esther Arboun-Cohen. Oui, Comment tout à fait. allez-vous? Bon, très bien, C'est merci. une première chez nous. Eh oui. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes ORL et on n'a pas beaucoup évoqué les sujets encore, voilà, du nez, de... Vous allez nous expliquer, c'est quoi le terrain de l'ORL qui est différent de celui du dentiste. De mon voisin. mais on peut coopérer vous ensemble pouvez coopérer. sans problème. On opère ensemble d'ailleurs, pas seulement coopérer, on opère aussi ensemble. Docteur Youssef Marek, ça va? Très très bien, très très bien. De bien. retour avec la chaise qui descend. Mais Vous êtes puni, vous avez la chaise qui descend. ah voilà, c'est une fois de temps en temps, c'est la chaise qui tourne. Aujourd'hui, c'est lui qui l'a. Vous êtes venu avec chacun, j'adore. Parce que... Voilà. On a, C'est pas sorcier. J'ai du matos. Non, c'est pour- c'est des fois si on qu'on se n'aurait pas souvient. compris que moi je suis ORL et lui Et dentiste. dentiste. Et vous travaillez, effectivement, vous pouvez travailler ensemble. Qu'est-ce que vous dites? Alors, voilà, vous avez compris qu'on va parler un peu médical, mais pas trop, bien-être avec Audrey. Mais je crois que c'est pas Audrey qui commence, ça va être Michael Lara, le docteur Michael Lara, qui m'a appelé pour proposer un sujet très étonnant. Il m'a dit les enfants souvent demandent, enfants jeunes demandent comment on fait les bébés. Et j'ai réfléchi à une réponse. Vous allez me la donner. C'est vrai qu'il la pose en tout cas. Alors, c'est quoi les clés pour répondre à un enfant qui vous pose cette question? Alors, qui demande comment on fait les bébés. Ouais. Bon, parce que, en fait, j'ai souvent en consultation des parents qui me disent « Ah, alors il m'a posé cette question, est-ce que c'est pas trop tôt? Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois pas lui dire ?» Et les parents ont toujours l'impression que le psy, il a le guide du bon parent, le guide de ce qu'il faut dire et de ce qu'il faut pas dire. C'est pas vrai du tout. Donc déjà, il faut que les gens répondent ce qu'ils aient envie de répondre, évidemment avec quelques écueils à éviter, on va en dire un mot, mais forcément, la réponse va pas être la même dans une famille orthodoxe que dans une famille athée ou voilà, je ne sais pas quoi. Okay. Donc, et c'est très bien comme ça, il n'y a pas une meilleure réponse. Il faut que ça aille avec ce qu'on transmet à nos enfants. Fondamentalement, c'est pas exactement ce qu'on va raconter qui compte, c'est ce qu'on va véhiculer comme message. Les psys, on a toujours un peu peur que les enfants se sentent culpabilisés de leurs pulsions. Les enfants ont des excitations sexuelles. D'accord, ça avait valu à Freud beaucoup d'agressivité quand il avait parlé des enfants comme pervers sexuels polymorphes. C'est-à-dire, ce qu'il voulait dire, c'est les petits ont des excitations. Ils n'ont pas forcément de fantasmes là-dessus, mais ils ont des sensations, des excitations, et ça les fait beaucoup rire. Et du coup, ils vont s'intéresser à toutes les questions sexuelles, à la génitalité, etc. Et avec une excitation qui choque l'adulte qui a oublié, parce qu'il l'a refoulé, sa propre excitation infantile. Et donc souvent les parents me disent « mais vous savez docteur, il me demande ça, mais je trouve qu'il se tripote en même temps, enfin quand même à 3 ans, à 4 ans. » Et c'est pas du tout la même façon de se tripoter à 3 ou 4 ans qu'à 13 ans ou 15 ans. D'accord? C'est-à-dire que quand les enfants sont tout petits, en fait, ils cherchent des sensations. Ils rencontrent leur génitalité, comme ça, et puis hop, ils trouvent ça marrant. Comme ça, par hasard, dans la douche, ils trouvent ça marrant. Et puis, du coup, ça commence à les intéresser beaucoup. Et ils se rendent bien compte qu'on leur dit qu'il faut couvrir, qu'il faut faire attention, etc. Et puis, on commence à leur parler un peu de la graine. Et du coup, ils posent des questions où est la graine et ils comprennent, parce qu'ils sentent que ça nous gêne de répondre. Donc, ils comprennent que là, il y a un sujet. Alors, très souvent, ce qu'on peut déjà dire aux parents, c'est que les enfants vont poser la question plus pour mettre mal à l'aise les parents et pour créer une excitation relationnelle avec eux que pour avoir une vraie réponse scientifique. Alors après, le deuxième point qu'il faut avoir en tête quand les enfants posent cette question, c'est quel âge il a et pourquoi il me pose la question. La plupart du temps, cette question, elle arrive quand il y a une curiosité infantile excitée par quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire un petit frère qui va arriver ou une petite sœur, une maman enceinte. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un qui est enceinte, qui a une procréation qui arrive. Alors du coup, comment on fait les bébés ?
Alors tout le monde va dire, bah tu vois, on met la graine, mais elle est où la graine? Bah la graine, elle est dans... Et chacun dit à ce moment-là le zizi ou pas, de papa, de maman, etc. On va même pas dire de zizi de maman, c'est un peu compliqué là. Oui, mais je croyais qu'il y en avait. Chacun trouve ses mots et j'adore parce que les patients ils me disent, alors nous on lui dit la zézette, nous on lui dit le nénuphar, et d'autres fans des nuls qui m'ont dit la semaine dernière, nous on lui dit la foufoune. Et alors après, en vérité, ça suffit souvent. Et ce que je dis aux parents, c'est qu'il faut respecter la temporalité des enfants. Ça revient toutes les semaines quand même, apparemment, de ce que tu dis. Ah oui, mais c'est pas le même patient à chaque fois. Et en fait, il faut respecter la temporalité des patients. Répondez aux questions qu'ils vous posent, pas plus. Si vous arrêtez à, bah tu vois, papa et maman, ils s'aiment, ils mettent la graine, ça fait un bébé, si ça lui va, ça lui va. Il reviendra avec autre chose. Hein, moi, mon grand, maintenant qui est très grand, il m'avait posé la question comme ça, et puis quelques mois plus tard, il m'avait dit, mais attends, comment on met la graine dans le ventre de la maman? On met la graine, quoi. Après, c'est les parents qui mettent le filtre. Et ce que je veux dire, c'est que, premièrement, on n'est pas obligé de tout dire aux enfants. On peut leur dire, tu sais quoi, ça, tu vas le découvrir tout seul, et ça me met mal à l'aise. Voilà, c'est des sujets aussi qui peuvent me mettre mal à l'aise. L'aveu, c'est bien. Ouais. Et ça, on peut le dire. Mais oui, l'aveu, c'est bien. Ça met mal à l'aise et ça fait partie de ce qui installe le tabou sexuel. C'est important qu'il y ait un tabou sexuel. Souvent, on dit, oh là là, c'est pas bien les tabous, il faut rien interdire. Non, le tabou sexuel, ça permet aussi à l'enfant de s'affiner psychologiquement, de se rendre compte qu'il y a des choses qui gênent pas, d'aller chercher des réponses autrement, d'inventer des théories. Les théories sexuelles des enfants sont très très marrantes. En consultation, ils me rendent compte de toutes les formes. Et puis, aussi, le tabou sexuel fait qu'à un moment donné, il sent qu'il ne peut pas avoir toutes les réponses et les satisfactions qu'il veut. Et donc, il va réprimer un peu cette sexualité primitive pour utiliser cette énergie vers du savoir, vers de la curiosité. Au lieu de vouloir voir, il va vouloir savoir. Comment on crée la pudeur? Et bien comme ça, avec la Torah. Avec la morale, avec la Torah pour les dentistes. Avec la Torah. Mais sinon, avec la Torah. Mais ceux qui n'ont pas la Torah, ils peuvent aussi. C'est ce qui évite. Ils peuvent aussi donner aux enfants de la pudeur. Donc c'est avec évidemment l'éducation. On dit aux enfants que c'est intime, on leur explique que ça gêne les gens de se montrer tout nu, d'aller regarder les choses. Et on peut leur dire, tu comprendras des choses plus tard, ou ça me met mal à l'aise. On n'est pas obligé de tout expliquer. Souvent, les parents ont l'impression qu'ils doivent être des machines à tout dire. Et ça, c'est faux. On a le droit de pas avoir la réponse. Et puis, pour la pudeur, le deuxième élément, c'est que surtout, vos enfants vont la mettre au fur et à mesure tout seuls. Ils vont comprendre qu'il y a un interdit, c'est nécessaire, et au fur et à mesure, ils vont la mettre tout seuls, et ils vont la mettre très souvent quand ils deviennent un peu pubères, et qu'ils deviennent du coup des êtres sexuels. C'est-à-dire qu'un petit, il sait bien qu'il n'est pas sexuel, ça l'excite, ça le fait marrer, mais il n'a pas encore de fantasmes très concrets dans lesquels il est pris. L'adolescent, lui, celui qui commence à être prépubère, il commence à connaître, à savoir comment on fait, et il peut sentir des excitations chez lui. Et donc, il va être tellement mal à l'aise de ses potentielles excitations à la maison, qu'il va surtout pas vouloir qu'on le regarde. Pour se protéger d'avoir trop envie de voir, notamment papa ou maman ou les frères et sœurs, son psychisme va faire un tour de passe-passe, il va dire non, ça te gêne beaucoup, couvre-toi, tu veux même pas qu'on te regarde, ça t'intéresse pas. Et le fait de pouvoir mettre le couvercle un peu sur la sexualité primitive, eh ben ça permet aux enfants de donner de l'énergie à leur pulsion épistémophilique, au fait de savoir, de vouloir, de comprendre, pour plus tard retourner... Où se trouve la limite entre le tabou et l'interdit? Non, il faut qu'il y ait des interdits pour que le psychisme trouve des nouvelles voies. Si on donne satisfaction permanente à un être humain et à un petit, eh bien, il ne va pas aller développer des éléments secondaires pour obtenir les choses. Vous voyez, par exemple, on dit les enfants ils doivent s'ennuyer. Eh bien, si un enfant ne s'ennuie pas, il ne va pas développer son jeu imaginaire. On voit très bien les enfants qui sont abreuvés d'écran, eh bien, c'est des enfants qui ne vont pas rêvasser, s'inventer des histoires, qui ne vont pas réussir à être seuls. Et du coup, on pourrait dire que ce n'est pas très grave, mais derrière, ils ont des angoisses. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils ne seraient pas capables de se débrouiller seuls. Donc ça a des conséquences. Les interdits sont importants pour le psychisme. Merci beaucoup, docteur Michael Lara. On peut aussi retrouver des petits conseils sur WePsy, c'est votre plateforme de conseils psy? Exactement, il y a de la consultation pour ceux qui ont besoin, et puis il y a plein d'articles qu'on a écrits avec mes collègues. Des blagues aussi? Pas de blagues, des articles dans un blog qu'on a appelé dans WePsy Wikipsy, en rapport avec Wikipédia, et on parle de tous les sujets psychologiques et on fait de la guidance parentale, donc on propose plein de conseils. Ok, bon, on regarde le nom apparaît ici, WePsy. Merci beaucoup, docteur Michael Lara. Audrey Nataf. Oui. Ah, intéressant ce sujet, vous avez choisi des sujets sympas aujourd'hui. Bah ouais, Prendre une bonne décision, comment sait-on que c'est la bonne décision? Eh bien, on ne sait pas.
Et c'est pas grave. Non, je rigole, c'est vrai en plus. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que... Mais non. Une chronique pour dire. La bonne décision, c'est de la prendre. Mais non, mais qu'est-ce que je veux dire Alors moi, par je là? décide qu'on va passer à une autre chronique. Non, maintenant. non. La bonne décision, c'est de... Pourquoi je dis on ne sait pas? C'est parce que derrière ça, c'est qu'il y a beaucoup de stress. Est-ce que je vais me tromper ou pas? Déjà, si on met un peu de confiance là-dedans, que de toute façon, il n'y a rien d'irréversible, que de toute façon, on va retomber sur nos pattes et qu'on met vraiment de la confiance derrière, ça fait retomber la pression et on a plus de chances d'en prendre une bonne. Voilà, déjà. Donc, on ne sait pas et c'est pas grave. Et on peut se tromper, c'est pas grave non plus. Donc ça, c'est déjà chouette. Ensuite... moi, ce que j'ai envie de dire là, dans les prendre une décision, c'est que reprendre un peu possession de la grande trinité, tête, cœur et corps. Souvent, quand on veut prendre une décision, on veut la prendre qu'avec la tête. Et là, il y a des écueils horribles, quoi. Parce qu'évidemment, dans notre tête, on arrive à vachement bien se projeter. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas la matière, il n'y a pas notre cœur, il n'y a pas notre corps, il n'y a pas tout l'organique. Donc, c'est facile de dire, bah voilà, il y a A plus B plus machin. Puis on va faire un super beau plan. Donc, sur le papier, c'est top. Mais derrière, il y a un truc qui clique pas. Et ça, c'est un problème. Et donc là, pour ça, il va falloir commencer à questionner les autres parties de nous, dans notre corps, le ventre, le cœur. Dans notre corps, pour voir si Dites-le, tout le monde... dites-le, Stéphane. Pour voir si tout le monde est bien d'accord à l'intérieur. Le sexe, dites-le. Non, je n'avais pas dit ça. Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vacances, il aurait dû venir au ski. Non, Il fallait l'oxygène. Il est en manque d'oxygène. Il fallait qu'il vienne au ski. Je pense qu'il a loupé une épreuve. Il passe trop de temps devant les pour écrans. dire que pour prendre une bonne décision, Intoxiqué. on ne la prend pas que avec sa tête. On ne prend pas que la décision avec sa tête. C'est juste ça que je veux dire. Mais Donc comment on fait concrètement, pour Oui. vérifier, ben moi j'ai un petit truc qui peut marcher. Voilà. Alors, évidemment, s'il y a une grande décision à prendre, les grands classiques, les mariages, les bébés, les changements de pays, bon, on peut se faire aider aussi. Ça, on demande à ses parents, ça c'est sûr. Non. Ou avec de l'alcool. Eh ben oui, évidemment, vous faites bien de le dire, vous saviez que j'allais arriver là. Comme quoi, je vous écris pas les questions, J'ai vous pas me de suivez. questions, j'ai rien fait. Ah, ça me fait plaisir. Je suis. Je vais vous dire. Sans filet. Évidemment, pourquoi on fait ça? On va essayer d'aller enquêter. Est-ce que c'est pour faire plaisir? Est-ce que c'est pour répondre à quel besoin? Je reviens sur toujours la même chose. Vérifier les intentions et quel besoin on vient nourrir. Et si ça se trouve, le besoin qu'on a à nourrir, eh ben, c'est pas forcément avec cette stratégie-là qu'on va réussir à la satisfaire. Et c'est valable parfois pour des choix de métier. On veut faire ce travail-là parce qu'on a ci, ça. Bon, en fait, on pourrait très bien faire autre chose, ça marcherait autant. Là, moi, j'ai envie de vous dire, il y a toujours deux grandes énergies qui se promènent. Il y a la peur et il y a l'amour. Donc, le plaisir, l'envie, et la peur. Ça, tout c'est parce que j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas plaire, de ne pas machin. Et ça, faut l'enfouir, faut l'ajouter. Pas l'enfouir, on en tient compte. Faut en tenir compte, On vient juste. L'idée, c'est juste de mettre de la conscience dessus. Après, ce qu'on en fait, chacun sa vie. Mais en tout cas, si on Moi, sait ce qui je se joue, rebondis là-dessus parce il y qu'il a y a plus quelque de chose chances. d'incroyable par rapport à ce De qu'elle quoi dit. Vous vous rendez compte, là, il y en a Il y a trois. quelque chose d'incroyable dans ce que Mais je tu sais. expliques. Parce que je ne sais pas d'où viennent ces sources, mais dans la Torah, on va revenir sur la Torah pour une petite Je vais finir seconde. Breslev, moi, Oui, ça tout à va fait, être parce que détente. dans la Torah, on nous enseigne simplement quelque chose de formidable. C'est que dans toute décision qu'on doit prendre, on doit d'abord faire résonner d'abord sa tête, donc en hébreu moach, le cerveau, ensuite son cœur, lève, puisque c'est la partie sentimentale. Là, c'est le raisonnement, là, c'est la partie sentimentale, et ensuite seulement son foie, kaved en hébreu. Énorme. Parce que le foie, c'est le corps, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est Ouais. c'est vraiment les sentiments pnimim, très, très internes. Et quand on utilise notre sens de réflexion dans ce sens-là, ça nous fait même lamed, chaf, c'est meler. On vit comme un roi. Exactement. Maintenant, quand on fait l'inverse, et qu'on va faire travailler, d'abord, ça te concerne, le foie d'abord, ça veut dire l'envie matérielle des choses brutales. Alors on prend le foie d'abord, donc le chaf, ensuite le cœur lève, et ensuite le même de moach, même sophite, et ça fait clam, c'est une malédiction. Donc en fait, si on veut vivre comme un roi, la Torah nous enseigne qu'il faut d'abord toujours prendre sa tête, mais tenir compte aussi de son cœur et de son corps, mais En gros, dans ce Voilà, sens. vous avez bonjour, converti, hein, vous avez converti. hein. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a 3 médecins, donc pour nous 3, c'est nos mères qui ont décidé notre travail. Exactement. C'est vrai. Je sais pas, tête, C'est vrai. cœur, foie, C'est etc. vrai, mais parce qu'on c'est n'était notre pas mère. conscient. On n'en était pas Mais conscient. oui, alors attendez, non mais j'en étais là et ça tombe bien, merci docteur Ah, ça, Lara, vous m'avez la remise. chute, la chute. Donc justement, vous parlez de chute, ça tombe bien parce que j'ai trouvé une petite technique qui nous permet de vérifier si notre corps est en accord avec tout ça. On fait un exercice physique très concret, des squats, des pompes, moi ça peut être même n'importe quoi.
Donc en plus, vous partez musclé, c'est pas mal. Et là, vous posez la question, vous visualisez dans le travail la grande décision que vous devez prendre. Et vous vérifiez si votre corps est d'accord. Si c'est quelque chose qui vous porte et qui vous met en joie, il y a des chances pour que vous repreniez de l'énergie et que vous ayez des chances d'en faire quelques-unes de plus. Sinon, c'est la chute. Donc la bonne décision, c'est si on arrive à faire les 10 pompes, quoi. Non, mais disons. Mais c'est une technique, c'est une technique qui a été éprouvée par les Shadocks à l'époque. Les Shadocks pompaient pour réfléchir. C'était bon, c'est une blague dans la Torah, je crois. Non, Non, mais c'est sérieux l'histoire c'est des une autre mots. génération. C'était pas né. C'était ok. On prend Les Shadocks pompaient. on vérifie avec le corps, on aligne la tête, le cœur et le corps, et on prend pas une décision qu'avec sa tête parce que malheureusement à un moment donné le corps il va vous rattraper et il vous fera tomber. Ou alors on peut passer voir un coach de vie. C'est super pour une grande décision. On vient vous voir et puis vous décidez pour nous. Par exemple, certainement pas. J'ai rien compris, ok. Merci Audrey Natal. Ok, on va passer aux oreilles. Non, pas forcément que les oreilles. Alors, Dr Esther Harboun-Cohen, ORL. Racontez-nous déjà, l'ORL s'occupe des oreilles, de la gorge. ORL, c'est oreille pour O, rhino pour le nez et larynx pour le L d'ORL. Alors, vous disiez tout ce qui part de là. Et en général, les ORL sont aussi chirurgiens de la tête et du cou. On est rarement ORL seul, on est ORL et chirurgien de la tête et du cou. Donc grosso modo, tout ce qui est au-dessus des clavicules appartient à notre spécialité. Maintenant, cette spécialité est tellement vaste qu'il y a des sur-spécialités. On peut être ORL pédiatre, on peut être médecin du sommeil, on peut être otologiste, c'est mon cas. Moi, je m'occupe essentiellement de surdité et de vertige. On peut s'occuper de larynx, on peut s'occuper de cancérologie. Donc, on a une spécialité qui a l'avantage et qui est passionnante parce qu'elle est à la fois médico-chirurgicale et qu'elle touche à beaucoup de domaines. On peut travailler aussi avec nos amis stomato et dentistes, puisqu'en fait, dans la face, tout se touche. Et donc, les dents sont juste en dessous des sinus maxillaires. Et donc, on a souvent des coopérations à faire ensemble. Tout à fait. Donc, vous avez fait votre alia Non, moi j'ai fait mon alia, ça sera demain mon 4e anniversaire d'alia. Alia anniversaire. Bravo. Comme les enfants le fait. Ouais, je trouve, donc la 4e année. Exactement, ici, ça fera donc 4 ans. hôpitaux de Paris en France. Oui, ouais, chef de. J'étais ancien chef, ancien interne, et puis j'étais praticien hospitalier à Paris où je m'occupais d'implants cochléaires. Les implants cochléaires, ce sont des appareils que l'on met moitié en chirurgie, moitié à l'extérieur pour les sourds profonds qui ne peuvent pas être appareillés. D'accord. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous travaillez à Ichilov, à Tel Aviv, la clinique Dizengoff de Tel Aviv également. Exactement. J'ai la casquette otologie à Ichilov où je me suis chargée de la Mirpa Srachoret, en fait des vertiges. Et puis j'ai ouvert effectivement une consultation privée à Ichilov où je développe non seulement les vertiges, mais un petit peu tout ce qui... Alors, je voulais qu'on parle de deux choses. On va évoquer avec vous, il y a tellement de thèmes. La surdité chez les jeunes, très, très jeunes, celle aussi également des gens plus âgés. Mais avant d'aborder ces thèmes, je voudrais quand même que vous nous racontiez qu'est-ce qui a changé dans votre métier. Il y a eu des progrès techniques importants de manière générale comme ça? Alors en fait, depuis 20 ans, on a une spécialité, et je vais parler que de l'otologie, parce qu'il y a eu des progrès qui ont été absolument fabuleux dans beaucoup de domaines, mais depuis 20 ans, on a eu d'énormes progrès grâce à la technologie. D'abord, on a découvert au niveau des dépistages de la surdité un test qui s'appelle les auto-émissions provoquées. En fait, il y a eu un type absolument génial qui s'est rendu compte que quand on envoyait un son à l'oreille interne, elle était capable en retour d'envoyer un signal qu'on pouvait enregistrer. Et quand on avait ce signal, on savait que l'audition était comprise entre 0 et 35 décibels. Être entre 0 et 35 décibels, c'est soit avoir une audition normale, soit avoir une surdité très légère. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'on peut parler, on va pouvoir entendre et donc on va pouvoir communiquer et ensuite en retour développer le langage. Et donc, à partir du moment où on a découvert ce test, qui est un test qui est facile, qui est faisable chez l'enfant dès la naissance, qui ne demande pas de participation, qui est objectif, et ben, ça a ouvert des grands champs de dépistage de la surdité chez les enfants. Et il faut savoir qu'un enfant sur 700 naît sourd dans le monde. Donc, c'est pas rien.
Alors parallèlement à ça, on a également, donc on parlait des implants cochléaires tout à l'heure, mais on a fait d'énormes progrès. C'est-à-dire que c'est quelque chose, les implants cochléaires, ça a démarré dans les années 90-92. C'est quoi concrètement en fait? C'est des appareils qu'on va mettre pour permettre à des personnes qui sont malentendantes d'avoir un accès à certains sons, etc. Alors, L'indication, c'est les gens qui ne peuvent pas être appareillés de façon conventionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont une surdité tellement profonde qu'un appareil conventionnel que tout le monde connaît, ce qu'on met derrière l'oreille, n'est pas suffisant. Amplifie. Donc là, on n'amplifie pas seulement le son, on va carrément... Alors, en fait, on court-circuite l'oreille moyenne. Et c'est fait de deux parties, une partie externe et une partie interne. La partie interne, c'est un faisceau d'électrodes qu'on va enrouler dans la cochlée, qui est la partie de l'oreille interne auquel on a accès en chirurgie, et qui va aller stimuler directement le nerf auditif. Et comment ça se passe? En fait, vous avez un microphone à l'extérieur qui va capter le son. Ça va passer dans un petit appareil qui se trouve derrière, qui est en fait un mini-ordinateur, qui va traiter le signal. Et ça va passer à la partie qu'on aura au préalable implantée en chirurgie grâce à un aimant. Et d'ailleurs, si vous faites attention autour de vous, vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'implantés avec l'aimant derrière. Et en fait, à travers l'aimant, le signal va passer, va aller stimuler le nerf auditif et ça va aller directement jusqu'au cerveau. Donc il y a des gens qui n'auraient peut-être pas entendu, qui maintenant peuvent... C'est fabuleux. C'est exceptionnel. Enfin, moi, c'était une vraie révolution. C'était des gens qui étaient dans le langage des signes exclusivement, qui ne pouvaient pas parler. Maintenant, on a les exemples de jeunes qui parlent et qui font des études supérieures, qui vivent en classe normalisée, etc., avec l'implant cochléaire. C'est fantastique. Une révolution fantastique. C'est pas votre sujet, mais la vue également, ils font des progrès énormes aujourd'hui. Alors on essaye aussi de développer des implants également au niveau de la rétine. Ils sont un petit peu plus... C'est plus compliqué. En retrait, c'est un petit peu plus compliqué, mais je crois qu'il y a des essais en Israël, il m'a semblé voir passer quelque chose. Et puis il y a un grand centre de la vision en France, où d'ailleurs il y a un centre vision-audition qui essaye de connecter les deux. Alors on va revenir peut-être aux personnes âgées qui perdent évidemment un peu d'ouïe avec l'âge. Qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui pour eux? Alors, pareil, les appareils conventionnels ont fait des progrès absolument exceptionnels. Qui fonctionnent très très bien. C'est invisible déjà, c'est invisible. Exactement. Il y a eu 4 révolutions. On est passé de ce qu'on appelle le système analogique au système numérique, donc on a gagné en qualité de son. Les microphones ont fait également énormément de progrès dans les appareils. On a réussi également à séparer en fait, pourquoi les gens se plaignaient? Parce qu'avant, l'appareil auditif, c'était un amplificateur, ça a augmenté tous les sons. Mais ils ont été tous les sons, il n'y a pas de sélection en fait. Et donc là, en fait, les progrès, c'est qu'on a réussi à extraire le signal de la parole par rapport au signal du bruit. Donc c'est hyper intéressant parce que les gens ils ont fait ça pour les téléphones portables, par exemple. Aujourd'hui, ils progressent sur les téléphones portables. Vous m'avez enlevé, c'est la dernière révolution, c'est-à-dire qu'actuellement, vous pouvez, j'ose même dire que les gens qui sont appareillés entendent mieux que les normaux-entendants, parce que les appareils de dernière génération s'ouvrent et vous les entendez directement dans votre téléphone. Donc ils sont en Bluetooth avec le téléphone, et donc quand quelqu'un vous appelle, vous entendez directement dans vos appareils. Donc eux, au lieu d'entendre avec une oreille, ils entendent avec les 2 oreilles. Donc ils entendent mieux. Ils entendent mieux. Donc c'est ça change la vie des personnes âgées qui pouvaient être un petit peu gênées de s'appareiller. S'il y a un message que j'aimerais bien faire passer, c'est que d'abord on a montré il y a peu de temps, il y a 4-5 ans, que le fait d'être appareillé tôt ralentissait la presbyacousie. La presbyacousie, c'est en fait la perte de l'audition due à l'âge. Et que surtout, et ça c'est quelque chose d'assez récent, que ça diminuait les risques de démence type Alzheimer. Mais évidemment. Comment on explique cette perte? Parce que en fait, la perte, comment on explique la perte à partir de 25 alors, tous nos organes vieillissent, il faut le savoir. Ah non, de la bouche, il peut rien dire. 25 ans Non, ce que je dis simplement, c'est que les cellules d'oreille interne, qui sont les cellules concernées, sont des cellules qui ne repoussent pas. Ce sont des cellules nerveuses, en fait, et qui ne repoussent pas. On a un capital, et à partir de 25 ans, on est avec un capital de cellules nerveuses. Il faut faire très attention avec les ados et les traumatismes sonores, exactement. Et d'ailleurs, on a montré, on avait fait une étude... Ou dans les salles de mariage. Exactement. Salles de mariage. Aller avec des bouchons dans les salles de mariage. En Israël, c'est terrible. Particulièrement en Israël. C'est terrible. En Israël, c'est terrible. Et surtout oriental.
Je dirais. C'est vrai qu'ils France, savent pas c'est pas régler. mieux non plus. Hein. Ils savent pas régler les trucs. Il y a un truc à faire tout bête, vous téléchargez sur votre téléphone un Les sonomètre. Exact, Ah exact. ouais. Et vous regardez, à J'en partir ai de un. 85 décibels. Et là, ah bah, je reste pas au on mariage, est- me Non, casse. non, sérieusement, à partir de l'enveloppe. 85 décibels, vos oreilles sont en danger. 85 décibels, donc notez Exactement. 85 Donc, décibels. vous partez avec vous votre regardez, vous sonomètre, pouvez vous quitter vous le mariage. baladez, vous voyez. Et vous cliquez, bien sûr. Mais alors, Ouais. c'est intéressant, les ados avec leurs iPhones, leurs machin. Complètement. Comment on peut gérer ça On Comment leur dit gérer n'écoute pas fort, mais en fait, on ne sait pas. Alors, Comment alors, on peut les vraiment- sensibiliser à ça? C'est vraiment un problème d'éducation. Moi, je leur explique en consultation que le traumatisme sonore, il dépend de 3 choses. La première chose, il dépend effectivement de l'intensité. Et il y a une directive européenne, il y a à peu près une dizaine, peut-être plus que 10 ans, 15-20 ans, qui a obligé les constructeurs à ne pas sortir plus de 85 décibels du baladeur. Donc, c'est... Alors, il y a une étape dans le truc, il y a une étape. Il vous ralentit, et puis après, vous pouvez y aller quand même. Il faut dire OK. Il faut dire OK. Ça passe rouge, ouais. OK, je veux bien devenir Ça, sourd. c'est sur le vas-y. téléphone. Non, mais ça, c'est sur le téléphone, mais c'est pas sur le baladeur. Le baladeur classique, Ouais. mais maintenant, on l'utilise plus, puisqu'on Ouais. on utilise L'iPod. avec le téléphone. Avant On l'iPhone. l'a pas. Mais d'accord, il y a l'intensité, mais ce qu'on n'a pas oublié de dire, et c'est ça qu'il faut bien leur expliquer, c'est que l'origine du bruit, et que le traumatisme sonore, il est dépendant de la distance à partir duquel on reçoit le bruit. C'est-à-dire que quand vous avez les baladeurs qui sont collés sur les oreilles, vous diminuez, vous avez une distance qui est extrêmement courte par rapport à votre oreille interne, et quand on divise la distance par 2, on multiplie l'intensité par 10, parce que c'est une équation logarithmique. Donc ça compte, et ce qui compte aussi, c'est la durée d'exposition. Plus vous restez longtemps... Combien de temps en moyenne faut pas On dépasser? dit normalement que, alors ça dépend aussi de l'intensité, mais il faut essayer de ne pas dépasser 1 heure de baladeur par jour. 1 heure de baladeur par jour, attention. Baladeur et Les- film et compagnie. Attention tout le monde d'ailleurs, il n'y a mais pas que les ados. Mais c'est les adultes, on est tous accrochés. Et il vaut mieux dire aux ados, tu veux écouter de la musique, écoute-la dans la pièce, tant pis si tu gênes les parents, mais au moins tu seras plus loin que si tu avais ton casque et tu voulais t'isoler. Docteur Esther Arboun-Cohen, juste un dernier mot parce qu'on n'a Ouais. pas trop de temps sur les vertiges. vertiges. Ouais. Je voudrais qu'on évoque les vertiges qui Vaste touchent tout le monde sujet. en fait. C'est un vaste sujet, mais là-dessus, alors, qu'est-ce qu'on... Les vertiges, déjà, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'un vertige? Parce que ça peut être tout. Vertige, c'est un mot dans le langage courant qui veut dire tout et n'importe quoi. C'est exactement la même chose en hébreu. Ils arrivent, ils disent Yesh li tzrachoret. Mais en fait, la définition vertige, c'est une illusion de mouvement. On a dû lister quelque chose comme 200 ou 300 causes de vertige. Il peut y avoir de tout. Nous, notre hantise en tant que médecin, c'est de passer d'à côté de quelque chose de grave, c'est-à-dire essentiellement quelque chose de neurologique. Donc, le point... C'est-à-dire que le moindre vertige, il faut aller vous voir ou pas? Non, pas forcément moi, mais voir, consulter, oui. Consulter Consulter, Si ça c'est me paraît... répétitif, quand quand même, c'est non? prolongé? Faut qu'il y ait une Un répétition, mois, quand 3 même. semaine? Parce que ça peut être aussi, ça peut être vagal. Ça peut être. Mais ça fait partie, ça les fait gens partie viennent, des- ils disent des- vertige. Et en fait, Voilà. à la Mirpas, à la clinique de vertige, moi je reçois des gens qui viennent et qui ont erré de médecin en médecin. Parce qu'ils ne savent pas où aller. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils vont voir le neuro et disent « Ah non, c'est pas moi ». Ils vont voir l'ORL qui dit « Ah non, c'est pas moi Bah oui. Ils vont voir le cardio « Ah non, c'est pas moi ». Personne ne veut prendre la responsabilité Et en parce qu'il n'y a fait, pas de. Et surtout que Il c'est y a trop une spécialisé. il y a une vraie prise en charge globale. La seule chose, c'est que ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire que tout se passe avec l'interrogatoire et que, grosso modo, si vous prenez le temps de faire un interrogatoire qui est long, dans 70 à 80% des cas, vous vous levez pour faire votre examen, vous savez où vous allez. À ce moment-là, vous faites un examen et c'est là que je rebondis sur la technologie et sur les progrès qu'on a fait nous. Il existe une petite caméra qui s'appelle la vidéonystagmoscopie, qui est une caméra infrarouge qu'on met sur l'œil et qui permet de voir ce qu'on appelle le nystagmus. Le nystagmus, c'est un battement de l'œil et qui est relié en fait avec des problèmes de vertige d'oreille interne ou neurologique. Et avec ce petit examen, qui est un examen simple, qui fait pas mal, on peut déjà éliminer énormément de choses. Mais avant tout, la base, ça reste l'interrogatoire. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. C'est comme un puzzle et il faut que toutes les pièces s'assemblent. Et ensuite, vous les dirigez de façon... C'est encore un vaste sujet. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Docteur Esther Arboun-Cohen, donc on vous trouve à la clinique Zengov à Tel Aviv et Yerkilov évidemment à l'hôpital. Merci encore d'être venu ici. Avec Restez plaisir. avec nous puisqu'on va, on va parler de quelque chose avec le docteur Marek qui est normalement tout le monde au camp. On fera même un test. D'ailleurs, on fera un petit jeu. Eh ouais, on fera un Est-ce petit qu'on jeu. sait comment l'hygiène dentaire, Voilà. garder sa bouche. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? On posera, on essaiera de les piéger. Allez-y. Déjà, on va commencer par mettre tout le monde d'accord. Tout le monde
est différent, hein, ça on le sait, et personne n'est logé à la même enseigne au niveau de l'hygiène dentaire. Alors d'un point de vue gencive, d'un point de vue émail, d'un point de vue dents, d'un point de vue salive. Donc déjà les règles que je vais énoncer maintenant, elles ne sont pas vraies pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun va trouver en fait sa méthode de brossage, sa méthode de rinçage et son hygiène dentaire tout autour par rapport à ses habitudes alimentaires et par rapport à sa génétique. Donc déjà, il ne faut pas s'inquiéter quand on va dire « oui, mais ma femme, elle se brosse une fois par jour et je comprends, elle n'a aucune carie et moi, je me brosse 4 fois par jour et j'ai 22 000 caries, je ne comprends pas ». Donc il faut savoir qu'il y a un patrimoine génétique et il y a aussi l'utilisation de tous les jours, c'est-à-dire l'alimentation. Hein, c'est la première chose. Deuxième chose, la brosse électrique ou la brosse manuelle? Alors, électrique. Électrique. Forcément. Ça dépend. Moi, je suis pour la technologie. Voilà, alors ça dépend en technologie. Alors je dirais, la brosse électrique, je dirais oui pour les adultes qui n'arrivent pas à se brosser. Parce que la brosse électrique va apporter un plus quand les gens ne sont pas capables d'avoir un brossage efficace. C'est pas qu'ils ne se brossent pas, c'est que leur brossage n'est pas efficace. C'est pas plus court. Ah non, alors c'est pas plus court parce qu'en fait il faut rester le même temps et il faut surtout laisser la brosse travailler. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est que les bûcherons, hein, c'est-à-dire les gens qui ont envie d'avoir les dents très très blanches, très très propres, ils prennent la brosse et ils vont prendre la brosse et ils vont frotter très 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 fort. Je sais pas si on voit, ils vont frotter comme ça surtout ou alors comme ça et automatiquement ils vont créer la falaise d'Étretat. Ils vont créer des sillons ici, ils vont user la partie supérieure de la gencive qui va remonter, mettre à nu une partie de l'émail qui n'est pas recouverte d'émail, pardon, qui s'appelle la dentine, et ça va creuser, creuser, creuser et entraîner des hypersensibilités. Donc après, c'est avec du citron, du froid, on va commencer à avoir mal, on va se dire qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir mon dentiste, j'en ai marre de la sensibilité, parce qu'on a forcé. Mais parce qu'il y a aussi des souples, moyens souples et tout. Alors justement, donc on a plusieurs types de brosses. Alors déjà, juste un mot sur l'électrique, je reviens. L'électrique, surtout pas pour les enfants. Il y a un énorme marketing actuellement sur les brosses à dents électriques pour les enfants. C'est très simple. Je dis oui, mais après leur avoir appris à se brosser avec une brosse normale. Parce que s'ils ne savent pas se brosser avec une brosse manuelle, ils vont jamais savoir se brosser de leur vie. Parce que la brosse électrique, un jour, ils vont pas en avoir, ils vont pas se brosser. Le jour où il va pas y avoir de pile, ils vont dire ouais, papa, je peux pas me brosser parce que j'ai pas le truc, et Shabbat, et ainsi de suite. Bon bref. Donc c'est vraiment important d'abord de leur apprendre, surtout dans le petit âge, de les guider, de le faire en même temps qu'eux. On commence à se connaître, hein, qu'est-ce que vous croyez? Avec la brosse, de leur montrer vraiment la technique de brossage, et puis ensuite, la brosse, de la même manière, s'ils ne sont pas efficaces, surtout par exemple les ados, généralement ils veulent assez vite, alors la brosse électrique ça peut aider. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Alors on parlait des brosses, donc on a la brosse souple, médium et dure. Alors surtout la dure, non c'est bien pour cirer les chaussures. Non, mais alors pour les vendre. Uniquement. Eh bien ils les vendent parce que c'est un business, c'est un commerce. C'est comme le coton-tige, exactement, c'est la même chose. Donc jamais dur, ok. Jamais dur. Médium, c'est la même chose, c'est une appellation comme ça, c'est du branding comme on disait la dernière fois, qui permet de vendre du dur sous un autre nom. Parce que le dur est devenu quelque chose de non politique. Voilà. On vend des choses pas bonnes pour les gens. Non mais attendez, donc, en fait, on apprend des choses ici. La dure étant bannie, ils ont trouvé le mot de dire médium pour dire c'est entre les deux. Non, souple, que du souple pour tout le monde. Et alors le souple, et dès que votre brosse va s'ouvrir un petit peu comme ça en fleurs, hein, ça veut dire qu'il faut la changer, il faut la jeter. Une brosse, c'est pas pour l'année. Hein, c'est 2 mois, 3 mois, ça dépend en fait de la force de brossage et ainsi de suite. Donc ça c'est très important. Les bûcherons 2 mois. Alors pas trop de force. Ouais, les bûcherons c'est peut-être 1 mois presque parce qu'ils vont l'éclater en quelques secondes. Alors le brossage, je rappelle parce que ça c'est très important. Le brossage se fait. Rappelez-vous ça. Vous voyez, si on voit sur l'image en zoom, le rouge et le blanc, c'est facile à se rappeler même pour les enfants. Du rouge et du blanc, de la gencive vers la dent. C'est-à-dire on doit chasser parce que si on fait ça comme ça, on va enlever la saleté puis on va la faire remonter de nouveau. On enlève la saleté, on la fait remonter. Ok? Donc c'est toujours du rouge et de la blanc. Donc on dissocie le haut et le bas. Donc on fait ceci et ensuite on fait ça. Voilà. Et sur les côtés pareil. Et après on passe, bien entendu, sur la face occlusale des dents. On va nettoyer comme ceci. Donc je reprends, on fait ça. Surtout pas comme ça puisqu'on blesse la papille gingivale entre les dents et donc ça remonte et ensuite on a un déchaussement beaucoup plus rapide. On parlait du vieillissement. Donc le vieillissement, ça passe aussi par la hauteur de gencive. Plus la gencive remonte et plus on paraît bien entendu plus âgé parce que les dents se déchaussent. Alors le fil dentaire, oui, mais là aussi il faut savoir le manier. C'est très important de passer le fil dentaire quand c'est nécessaire, quand on a un bourrage alimentaire. Si le bourrage il est constant, il revient constamment, allez voir votre dentiste. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous avez soit perdu un espace interdentaire, un plombage, un amalgame ou un composite qui s'est cassé ou autre chose. Et les petits alors les cure-dents. Alors les cure-dents, c'est les cure-dents, c'est Moi, je suis fan des cure-dents. Alors les cure-dents, j'ai toutes sortes de cure-dents. Les cure-dents, c'est un. Je pense que c'est une émission à part entière. Les cure-dents sur les tables à Tel Aviv pour les enfants et les adultes. Je pense que c'est un vrai ça fait partie d'une culture.
Une c'est de la émission entière. culture, c'est la culture de la viande. C'est-à-dire que là où on mange beaucoup de viande, on a des cure-dents. Parce que la viande, c'est la chose qui va rentrer le plus facilement entre les dents. D'ailleurs, on va revenir sur un mot de halakha. Pourquoi on attend 6 heures entre la viande et le lait? La Torah nous dit dans la Gemara, Parce qu'il y a pas de s'il cure-dents, y a de la viande qui reste coincée entre les dents, alors à ce moment-là, il faut attendre au moins que ça soit éliminé, il faut 6 heures. Donc même là, c'est pour ça qu'on a la relation avec le cure-dent. Maintenant, pour répondre à ta question, le cure-dent, non. Proscrire. Non, parce que le cure-dent, on blesse la papille et pareil, on fait remonter la papille et on a des gencives qui sont catastrophiques. Alors, et si on a besoin d'un cure-dent, ça veut dire qu'on a besoin d'aller voir son dentiste. Mais et les brossettes interdentaires alors? Alors, les brossettes interdentaires, c'est quand la papille est déjà ouverte. C'est-à-dire que quand vous avez déjà eu la lésion, que la papille est ouverte, on a un vrai triangle, ce qu'on appelle le black triangle, le triangle noir en parodontie, c'est-à-dire c'est assez disgracieux, et ben, il faut bien pouvoir le nettoyer, sinon, donc on prend des mini-brossettes pour nettoyer à ce moment-là, pour Avec éviter. le conseil de votre dentiste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le Exactement. dentiste qui vous conseille ça. Oui. Ok, pour terminer. Alors, pour terminer, les dentifrices. C'est la grande mode en ce moment de plusieurs types de dentifrices. Vous avez entendu parler de le charbon, dentifrice au charbon. Ah vous oui, avez pour faire les dents plus blanches. Pour les dents plus blanches. Vous avez entendu les dents plus blanches, ça fait la bouche toute noire. Alors non, surtout pas. C'est hyper abrasif, c'est hyper commercial. Émail diamant, par exemple. Alors émail c'est une diamant. arnaque, ça. Alors émail diamant, C'est un bon gilet. c'était la super arnaque et ça continue d'ailleurs. C'est hein. très bien comme idée, c'est vrai que ça fonctionne. Ça, Mais ça pourquoi? rougit la gencive, donc les dents Exactement, paraissent plus exactement. Il est Enfin, très c'est fort celui qui a efficace inventé comme ça. C'est le même principe que d'avoir les gencives ultra foncées comme nos amis qui ont une gencive très pigmentée. Automatiquement, la dent paraît toujours plus blanche. Mais c'est hyper abrasif. Ça crée ensuite des hypersensibilités. évidemment, forcément. Voilà. Et puis surtout, alors bon, deux petits trucs, deux petites astuces. Ça c'est très important. Facile. Vous voulez garder vos dents blanches? Alors, vous prenez du café, vous prenez du thé. Avec Le un conseil, de l'eau. Non, un soda. Vous prenez à l'italienne. Après l'expresso, on vous sert toujours en Italie un verre de soda. Vous prenez un verre de soda juste derrière. Le soda va éliminer ce qu'on appelle le biofilm. Plus que l'eau. Maintenant, dernier conseil, et ça c'est le mien. Depuis 30 ans, je peux vous dire que j'ai essayé ça et ça marche très bien. C'est mieux que tous les blanchiments. Une fois par semaine, vous prenez votre brosse et vous vous brossez sans rien, juste avec de l'eau. Une fois par semaine, vous brossez vraiment vos dents pendant 3 minutes, juste avec la brosse, juste avec de l'eau. Les Colgate et compagnie ne vont pas être contents, mais c'est pas grave. Vous brossez avec de l'eau, vous allez voir le résultat. Vous allez supprimer le biofilm, vous allez retrouver la couleur de vos dents d'il y a quelques années. Et ça, si vous faites ça régulièrement, vous allez voir la différence. Super. Et si c'est trop tard, on vient chez vous pour un blanchiment des dents? Ah bah ça, comme toujours, le blanchiment, c'est le soin. La clinique, c'est Gleim Smile, votre C'est clinique? Gleim Smile Clinique, Toujours à Tel Aviv? Reversel, à Tel Aviv. Ah oui, Voilà, d'accord. Tel Aviv. D'accord, bon, on y pensera. Merci, docteur Avec plaisir. Youssef Marek. Eh ben, c'était bien complet, dites-moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Docteur Harmoun Cohen. On se retrouve juste après la pub. On continue avec nos chroniqueurs. On va parler de culture. À tout de suite. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement la recette des beignets parce que là... Ok. Alors, il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'achat, la vente et la reprise de tout véhicule. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile et également des prestations de services carrosserie, peinture, climatiseur, révision, test. L'importation de voitures de luxe et de collection est aussi un des points forts du garage Eldorauto. Eldorauto, votre garage à la française, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. De retour sur le plateau de Bienvenue chez vous, on a beaucoup parlé médical, bien-être, mais là on va rentrer dans la culture, la vraie, avec le cinéma, les livres, les bons plans. Et Yohann Halimi qui m'a rejoint ici sur ce plateau. J'ai la chance de vous avoir à côté. Oui, là. merci de m'accueillir, Stéphane. Ah, Je suis c'est un très plaisir, heureux d'être c'est un là. plaisir. Ouais, ça me rappelle le télésiège. T'as trop le mal des c'est pas transports, la chaise. Ça tangue un peu là, hein, quand même. Ici, c'est plus. Ça va, c'est pas trop haut, hein? Ça va. Cinéma, documentaire. Ah ouais, cinéma. Alors c'est un docu. On va parler Sur d'un Netflix, hein, donc vous voulez sur nous Netflix, mais parler. il y a un des deux docus dont je vais parler qui est sorti au cinéma effectivement il y a maintenant un peu
à peu près un an. Et alors le premier dont je voulais parler, déjà je voudrais vous inviter à aller voir sur Netflix, il y a beaucoup de documentaires musicaux. Des documentaires musicaux extraordinaires, il y a toutes les musiques, on va de Bruce Springsteen pour ceux qui aiment. Magnifique, que je conseille. Et on a, moi le documentaire qui a retenu mon attention, c'est Quincy, sur le génie de la musique Quincy Jones. Et on découvre comment ce personnage complètement passionné a construit sa carrière et a façonné la musique dont aujourd'hui on est à peu près tous fans. Il a façonné Michael Jackson, on peut le dire. En partant de rien. Oui. En partant de rien. Vous êtes fan, vous, hein, je crois. Fan absolu. Fan absolu parce que c'est du jazz. Il a touché à toutes les musiques et il a réussi à amener dans chaque musique, à chaque fois, une essence différente et une couleur différente. Donc le génie par absolu. Le génie absolu de la musique. Mais vraiment, en fait, il part d'une enfance un peu de délinquance. Il est privé d'une mère qui est jugée dangereuse et qui est internée pour schizophrénie. Il est élevé par un père qui est bourreau de travail, qui travaille énormément justement pour donner la meilleure éducation à ses enfants. Il est ballotté de déménagement en déménagement et un jour, il tombe sur un piano dans son quartier et il tombe fou amoureux de cet instrument et fou amoureux de musique et il va dédier toute sa vie à ça en touchant à tout. Il va d'abord rencontrer Ray Charles dans son adolescence avec qui il va collaborer. Il va ensuite partir à Paris pour parfaire un petit peu sa formation et toucher toute l'époque jazz de Paris. Il va se former à la musique classique également. Et puis, en revenant, il va très vite travailler pour Frank Sinatra, arranger un certain nombre de chansons pour lui, parce qu'il va se spécialiser en tant que musicien également dans l'arrangement de chansons. Puis ensuite, il va composer pour lui, pour Hollywood. Il va partir à Hollywood pour composer énormément de musique de film, dans La chaleur de la nuit, en passant par La couleur pourpre. Cole Porter. Donc vraiment un panel assez incroyable de choses. Et ce film raconte sa vie? Ce film raconte sa vie de manière assez chronologique, mais toujours en revenant sur lui aujourd'hui. Et en montrant à quel point, même aujourd'hui, après, parce qu'il a eu une vie où il a un peu porté sur l'alcool, sur la fête, donc il est fatigué, mais malgré tout, il continue à être la star de l'event. Et il a écrit quand même la musique de son documentaire, et il vient de recevoir son 28e Grammy Awards, puisque c'était il y a quelques jours, hein, il y a quelques semaines, pour cette musique. Il faut savoir que le Grammy Awards, donc c'est la récompense absolue aux États-Unis, et il est à ce jour l'artiste vivant qui a eu le plus de Grammy Awards actuellement au monde. Il a 28 Grammy Awards. Il a quel âge? Quincy Jones. Il a 84 ans. 84 ans et il se porte comme un chef. Ouais, c'est incroyable. Et donc, oui, il a été le producteur des plus grands succès de Michael Jackson aussi, évidemment, avec Thriller, Bad et tout ça. Vous voulez nous parler de Whitney Houston? Ouais. Ah ouais, je veux voir aussi. Whitney Houston. Vous le dites bien. Whitney Houston, j'adore, je suis fan. Eh oui, Houston. Non, ça c'était pas la navette. Ok. Alors. Donc Whitney Houston. Whitney Houston, oui, il y a eu un documentaire. Il y en a plein là, surtout. Alors, il y en a deux sur Netflix, effectivement, il y en a deux. J'ai pas vu les deux. Il y en a un qui est un peu plus polémique, je pense qu'un peu plus racoleur. J'ai préféré voir celui de Kevin MacDonald qui s'appelle Whitney, tout simplement. Kevin MacDonald, c'est un super réalisateur et documentariste. Il a fait notamment, il y a quelques années, un documentaire sur les attentats des JO de Munich qui était fascinant, vraiment très très bien réalisé. Et donc là, il nous sort un docu très particulier sur une des plus grandes stars de la pop, de la soul pop music, qui vient du gospel, mais on va dire de la pop music, qui a vendu 200 millions d'albums, qui est la seule artiste à avoir placé autant de numéro 1 dans les hit parades. 7 numéros 1, c'est devant les Beatles, devant Elvis Presley, enfin, c'est incroyable. Et puis, bien qu'elle avait effectivement tout pour réussir, sa plastique, sa voix, son héritage, puisqu'elle est fille d'une chanteuse, Cissy Houston. Et nièce de Dionne Warwick. De Dionne Warwick. Pas nièce, cousine de Dionne Warwick. Et donc, malgré ce tableau absolument idyllique, eh ben on va assister à une vraie déchéance de la chanteuse, et le film va s'attacher à ça. Alors ne vous attendez pas à un film, à un documentaire qui va nous balancer les clips, nous montrer l'envers du décor. C'est vraiment ça le point de vue, quoi. C'est vraiment la vie de Whitney Houston, la descente avec aux enfers. beaucoup de témoignages. C'est pas Bodyguard, quoi. Hein. C'est pas Bodyguard. C'était non, pas mal déjà, Descente aux enfers. Hein.
Et donc on va voir un petit peu, on va essayer de comprendre, de décrypter, mais sans pathos, vraiment avec beaucoup de délicatesse, très finement, de décrypter, de comprendre. C'est que des images réelles d'elle. Beaucoup d'images d'archives, beaucoup d'images d'archives, beaucoup de également de ses proches, de tous ses proches. Ça va de son frère, de ses frères, à sa mère ou à d'autres personnes de son entourage. En fait, c'est la vraie star, en fait. C'est le vrai drame de la star, la vraie star. C'est le drame de la star, exactement. Et en fait, on voit qu'elle a, elle a bien sûr très mal vécu le divorce de ses parents. Elle a eu des problèmes de drogue évidents, puisqu'elle est morte d'une overdose. Un mariage malheureux. Enfin, elle a eu des choses un peu compliquées. Et le film va, au fur et à mesure, nous faire des petites révélations, comme ça, subtilement. C'est bien sûr, on entend la musique de Whitney, il y a quand même des moments très festifs, c'est assez kiffant hein, de regarder. Et donc, très délicatement, on va nous révéler un petit peu des points forts de sa vie pour nous permettre de comprendre. À la fin, on va vraiment comprendre qui elle était et pourquoi Whitney Houston est morte à 48 ans en 2012, alors qu'elle aurait dû avoir une vie assez parfaite, quoi. Et voilà, donc c'est un documentaire vraiment bouleversant. Je vous invite à le voir et à mieux comprendre. Sur Netflix, hein. C'est sur Netflix. Ouais. Quelle est la chanson, la musique que vous préférez de Whitney Houston? I Will Always Love You. I Will Always Love You. Vous dites ça pour moi? Bon, bien sûr. Pareil, ok. C'est facile. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est facile. Alors moi j'ai adoré. The Greatest Love of All. The Greatest Love of All. C'était la reprise de George Benson. Ouais, c'est ça. Mais moi j'aimerais signaler plus la reprise encore de la chanson de Chaka Khan, I'm Every Woman. Parce que c'était vraiment, ça lui collait à la peau encore plus qu'à Chaka Khan, je trouve, cette chanson. Vous voulez pas nous faire écouter un peu de musique? Eh ben si, allez, on fait un blind test, on va lancer un petit blind test, non? Alors vas-y, on est Léa, on a préparé un truc sympa. Stéphane n'a pas les réponses cette fois-ci, je tiens. Ah bah il était temps. J'y crois pas, j'y crois pas. Je suis bon. Non, je vais vous dire, même moi je ne l'ai pas parce que les chansons vont venir dans le désordre. Alors c'est parti, attention, on C'est écoute. un grand balagan, donc... On l'écoute. Ah oui, attendez. Et on doit deviner sans l'entendre. J'ai corsé le jeu. Non, pardon, j'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai corsé le jeu. C'est pas blind test. Le docteur Morel est parti. Il va falloir me dire si c'est Quincy ou Whitney. Voilà, on va mixer les deux. Quincy ou Whitney, et bien sûr, me trouver le titre et tout. On va s'amuser. Whitney. Bah, fallait dire si c'était Quincy ou Whitney. Ouais, mais c'est quoi? C'est le film, dessin animé. C'est un dessin animé, ça. C'est... Attends. Ah, je l'ai. Ouais, je suis nulle en titre. C'est dessin animé, c'est un dessin animé. C'est la bande originale du Prince d'Égypte. Léa, viens à côté de moi. C'est la bande originale du Prince d'Égypte. Le Prince d'Égypte, c'est Youssef. C'est When You Live, et c'est un duo. Avec qui elle chante? C'est un duo, elle chante avec quelqu'un d'autre. Non, elle chante avec une autre grande voix. Mariah Carey. Oui. Elle en peut plus pour venir, Léa. Ok, suivant. Bad, Michael Jackson. Quincy Jones, 1984. Produit par 1984. Chanteur, ça va, on se calme. On a pas le droit. Quincy Jones, il a donné les règles. arrangé, produit, composé. Il avait dit. L'un ou l'autre. N'écoute pas. L'un ou l'autre. Enfin, j'étais premier, donc c'est premier. Un point pour Stéphane. Non, j'étais premier. Et le premier point, je ne sais pas à qui l'attribuer. Non, c'est Léa. Léa, moi 2. Allez, on y va. Moi 2, on n'a même pas écouté 3 chansons. Whitney Houston. J'adore. C'est Salam ma préférée. Wanna dance, wanna dance. Wanna dance with somebody. 2 points pour Stéphane. Il est bon. Ça va. J'ai dit wanna dance. Pour le titre ou juste si c'est Whitney ou Quincy? On ne peut pas commander le triplé. Moitié. Non, elle a tout. Bon, on peut avoir les règles. Et je redonne à mes Je copines. tiens ma place, moi, ici. Est-ce qu'on peut avoir les règles? Bon, il faudrait un arbitre, c'est elle pas a les possible. points. Encore une dernière? Allez. Allez, allons-y. Whitney Houston. Quincy. Non, Quincy Jones, et c'est Je reconnais. Baby Come to Me, chanté par Patty Austin. Ouais. Et qui d'autre? Et qui d'autre? Notre regretté Tina James Turner. Ingram. Ouais, bravo, Thierry. Joseph. Là, j'ai envie de dire quand même, il y a aussi des avantages en fonction des générations. Mais je dis ça, c'est sûr. Bon, bah c'était Notre bien. ami Mais il y a Sophie un point a partout, bonne moi chance de gagner. je propose de départager. Parce que Alors, on fait la dernière pour départager. On aurait dû faire en équipe. Le bus 74. Alors, Quincy Jones, 1964, ça s'appelle
Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Bossa Nova, la pomme. Ça s'appelle que Bossa Dorian Nova. et Sophie cherchaient Sans des le Bossa morceaux. Nova. Bossa Nova. Quincy Jones. Jones, c'est la bande originale d'Austin Powers. Allez, il a gagné, c'est bon. Bon, Youssef a gagné, mais c'était un peu prévisible. Moi, je pense que vous avez tous moqué Sophie en train de chercher. On a raté. Avant, Vous avez c'était comme surtout, ça. vous avez surtout Voilà. raté, Regardez vous avez cette surtout petite raté Léa sur sa chaise qui était. Et Yoann Halimi, vous avez surtout fait exploser les compteurs. Léa me dit, vous avez fait une chronique de 42 minutes. Merci. La On brigade va la du passer en temps MP3. Merci. est passée. On va faire donc, on est obligé de rattraper avec 1 minute 30. Oh non, c'est Il ne dégueulasse. reste plus que ça. Leslie Sibouni qui a lu des bouquins. Non, Je pense qu'il y a quelque chose à Ah faire. ouais, cette Une BD. fois-ci, une BD et pas n'importe laquelle. Falafel sauce piquante, donc de Michel Kichka. Ah, on adore. Quelqu'un connaît Michel Kichka? Ben oui, bien Michel sûr, bien Kichka. sûr, Bien sûr. Un des dessinateurs de BD les plus connus et des caricaturistes les plus connus en Israël. Il est né en Belgique. Moi, je l'ai découvert avec sa BD deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père. C'est des BD autobiographiques et dans cette première BD, il nous parlait de justement les deuxièmes générations de survivants de la Shoah. Son père est revenu le seul à être revenu d'Auschwitz. Là, dans cette BD, c'est une BD qui nous parle de toi, de nous, de qu'est-ce que c'est le rapport à Israël avant d'y être, quand on était encore dans nos pays de naissance, ce déchirement qu'on pouvait ressentir à chaque fois qu'on prenait l'avion pour rentrer en France, et en même temps, ce sentiment d'être toujours entre les deux. Et il nous parle de ce sentiment-là et aussi du sentiment de qu'est-ce que c'est de s'intégrer dans un pays. Et falafel sauce piquante, pour la petite histoire, ça commence comme ça la BD. C'est la première fois, il se balade dans la rue, il voit un falafel et il pense que c'est de la sauce tomate et il met une bonne louche de sauce tomate. Vous vous doutez bien ce que c'est. De la harissa, voilà. Donc là, sa découverte d'Israël commence bien. Et on va comme ça avoir des choses que vous avez pu vivre vous dans votre intégration. Et on va suivre toute sa vie, comment la rencontre avec sa femme, ses enfants, l'armée, les différentes guerres qu'il y a pu avoir, l'assassinat de Rabin, et puis son combat, parce que c'est un auteur de BD qui n'hésite pas, politisé, mais qui est pour la paix, qui n'hésite pas, un auteur de BD courageux de ses opinions, qu'on soit d'accord encore une fois ou pas, c'est passionnant, c'est drôle. Et on s'y reconnaît tous, donc je vous invite tous à la lire. Il est en Israël, on peut le Il est en Israël, vous pouvez le trouver en Israël. C'est top. Et sinon, vous pouvez vous la faire envoyer. De toute façon, il n'y a aucune excuse pour ne pas la lire. Chez Dargo. Voilà, j'ai C'est à rattrapé, offrir, c'est vachement j'ai bien. rattrapé le retard de... Il n'existe qu'en français ou aussi Ouais, bref. on le trouve en hébreu aussi? Eh bien, je ne sais pas, cher ami. Vous me posez On une prend un colle. montage de cette question désobligeante. Alors moi, je vais vous dire une question pour tout le monde. Vous saviez que on appelait ça aussi un art dans la classification des arts. La bande dessinée et en numérologie. c'est le 3e. Le 8e, 7e. Non, 7e art, on sait ce que c'est. Ça, c'est le vôtre, ça. Le 8e art, je crois, ou le 9e. Le 9e art. Le 9e Et quel est le art. 8e art alors? Et Puisqu'on le fait des 8e colles à art, tout le monde. je vous trouverai le truc. Parce qu'on est là pour se piéger. C'est pas la gastronomie. La photographie, la peut-être. cuisine? Ça peut être la photographie. La La cuisine, dit Léa. Léa, Léa, la prochaine fois. Allez, on va faire un petit peu de bons plans. Ça vous dit les bons plans? Ah oui. Ah, bah, et c'est Sophie Baudin qui est là, qui nous a rejoint. Oui, bonjour Pour votre Stéphane. deuxième chronique, j'ai noté. Deuxième chronique, Vous voyez que c'était effectivement. très bien la première, donc on est sûr que ça va être très très bien. Bah oui, maintenant. moi je me plais bien aussi, alors j'avais envie de revenir aussi. Vous allez nous parler de quoi? Moi je vais vous parler de... On cherche souvent des activités qui pourraient plaire aux enfants et aussi aux adultes, Ouais. et j'en ai trouvé une super, ce sont les ateliers de graffiti. Et alors Graffiti Yule, il nous propose plusieurs choses. Il nous propose des visites guidées de graffiti, où là donc vous découvrez, vous comprenez, il vous raconte l'histoire, les messages des graffitis. En fait, on passe à côté d'œuvres d'art et on s'en rend même Mais plus compte. ils sont bien choisis auparavant. J'imagine qu'il y a des plus jolis que d'autres, des plus Bien sûr, importants que d'autres. ouais, on voit surtout ceux qui ont un symbole ou quelque chose auquel, à première vue, on ne fait pas forcément attention parce qu'on n'a pas non plus l'éducation pour. Et j'ai fait ça, j'ai adoré, j'ai redécouvert complètement le quartier que je pensais connaître en fait. Et puis vous Ça, avez appris c'est aussi que super. c'est quasi un art. On en parlait d'art, 8e art, 9e quasi un art, c'est art, un il art. y a des œuvres qui valent une fortune, Ouais. c'est carrément un art. hein. Ouais. C'est un, Et donc ça vous a marché, surpris quoi. de voir des choses? Vous passiez Surpris devant et... bah, c'est ça, c'est que vraiment on a de l'or autour des yeux et on ne s'en rend pas compte. Ouais. C'est hyper intéressant cette visite. Et il propose en plus des visites, des ateliers pour faire vos propres graffitis. Là, c'est vous qui faites vos graffitis sur les murs, sur des objets aussi. Et pour ça, il y a des groupes pour les enfants, des groupes pour les adultes et aussi des groupes mixtes. Là, avec moi, il y avait des familles qui faisaient ça ensemble. Ouais, Il y et a on plusieurs repart. techniques- il y a plusieurs techniques de graffiti. Il y a plusieurs techniques, ils vous enseignent 2-3. Il y a aussi Pochoir, des. pas pochoir, Ouais,
ils vous enseignent aussi d'autres choses. Il y a des workshops qui existent un peu plus poussés, qui sont plus longs, qui vous proposent aussi. Moi, j'ai fait le banal, le basique plutôt. Mais oui, ils peuvent vous expliquer toutes les techniques qui existent. On peut faire sur tout. Et en plus, on repart avec un souvenir en fait. Tu graffites, on repart en ce moment. Alors attendez, on pourrait en parler. On repart avec on pourrait graffiter sur le mur de Stéphane. C'est quoi le souvenir? C'est quoi le souvenir? Bienvenue chez vous, on pourrait graffiter derrière. Eh ben, regardez, on peut repartir avec un petit souvenir et du coup j'ai pensé à vous, je vous ai ramené un petit souvenir. Bon, c'est mon premier graphe, alors c'est très simpliste, mais c'est fait avec... mais c'est magnifique. Ah bah voilà. Et c'est vous qui l'avez fait? Une grande carrière de graffeuse, je pense. Mais c'est magnifique. Il faut pas croire, mais c'est pas si simple à C'est pas faire. simple, mais C'est le Dutch gramophone en plus. La Dutch gramophone. Vous n'avez pas fait sur un disque de Bruce Springsteen, heureusement, parce que je n'aurais pas accepté. Mais là, l'endroit. Sympa. C'est comme ça. Ouais. Et alors ces visites, ce qui est super, c'est qu'on peut les faire en hébreu, on dirait une voiture, en anglais ou en français. Il y a des visites en français, c'est super. Et au niveau des prix, on est à 120 shekels pour la visite. Et si on veut faire la visite et l'atelier, c'est 200 shekels. C'est abordable. Je sens que c'est pas très loin de chez moi, je vais cool. pas tarder. Les enfants adorent et les adultes. Et comment on aussi, peut retrouver ça? Comment on trouve ça sur Internet? Graffitool, vous allez les voir défiler à l'écran, il y a les photos. Et puis toujours sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez les joindre là-bas. Ils enseignent l'esprit du graphe aussi? C'est que des graffeurs. En fait, c'est que des graffeurs qui vous font les visites, etc. Donc, vous avez l'histoire, vous êtes dedans. Moi, quand j'y étais, il y avait plein d'artistes aussi. C'était un vendredi, donc on est passé devant plein d'artistes. C'était des potes, en fait. Donc, on avait l'occasion de discuter avec eux aussi. On est plongé dans le monde des graffeurs et j'aimais bien les graphes, mais comme tout le monde trouve ça sympa ou pas sympa, mais j'avais pas d'éducation là-dessus spécialement. Et en fait, on est vraiment plongé dans la communauté des graffeurs et on a envie d'en faire partie en fait. Très bien, bravo. Est-ce qu'il donne des recommandations de ne pas graffer n'importe où quand même? C'est interdit de graffer. Justement, mais est-ce qu'ils expliquent ça? À l'esprit, un graffeur est graffeur seulement s'il est dans l'illégalité. À partir du moment où on paye pour ses arts, il est renié de la communauté par exemple. C'est un vrai milieu, ouais. Intéressant, ça mérite un documentaire là-dessus. Pourquoi pas? Sur Netflix. Je vais songer. Et j'avais un autre bon plan. Ah oui, alors il y a un autre bon plan, du restaurant. Un restaurant, c'est un restaurant qui est, lui il est à Tel Aviv, dans le quartier de Florentine, ça s'appelle Joe's Veloz. Et le concept de Joe's Veloz, il est basé sur la confiance, parce que vous entrez dans le restaurant, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de menu. Vous prenez le temps de discuter avec le serveur de ce que vous aimez manger ou pas, de ce que vous pouvez manger ou pas. Et ensuite, vous laissez carte blanche au chef, donc totale confiance. Et figurez-vous qu'il n'y a pas de prix non plus. Parce que tu t'en vas et ils ont confiance en toi et ils savent que tu vas revenir payer. Non, mais vous donnez ce que vous voulez. Non, vous donnez ce que vous voulez. Vous partez et vous laissez absolument ce que vous voulez. C'est un resto sans carte et sans addition. Alors, en l'occurrence, j'y suis allée hier et c'est hyper bon. C'est délicieux. Mais c'est vraiment très 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 bon. Ouais, le chef a beaucoup voyagé, donc il est revenu avec plein d'idées de plats que lui il revisite à l'israélienne avec la plupart des ingrédients qui sont locaux et c'est délicieux. Hummus, c'est vraiment bon. Non, mais c'est vraiment bon quoi. C'est du très haut. Ouais. Bon, c'est un concept original. En tout cas. C'est viable quoi. Alors, quel cache-route? Alors, il n'y a pas justement, j'allais en revenir, c'est important de le dire pour ceux qui sont Théouda. Il n'est pas Théouda et Kasher. Non. Mais on espère, il faudrait lui suggérer qu'il le fasse aussi en Kasher. C'est possible. On va le suggérer. En tout cas, je trouve Vous ça irez très intéressant de se poser la question de combien on doit payer. Il y a des gens que ça me met mal à l'aise. J'ai lu des commentaires en allant le regarder. Ils disaient oui, c'est trop anxiogène, devoir poser la question tout le repas de combien ça vaut. Enfin, la question est vraiment chouette. Qu'est-ce que ça vaut ce que je mange quoi? Exactement. Et puis ça enlève une pression parce qu'on est pollué sans s'en rendre compte tout le temps de petites idées genre est-ce que ce plat va vraiment ce prix? Est-ce que ce que je suis en train de manger vaut vraiment ce que je vais dépenser? En fait, vous enlevez tout ça et vous profitez du moment présent, du super plat qu'on vous offre, de vos amis, de l'ambiance. Ça existe aussi dans les grands restaurants où la femme n'a pas les prix sur la carte. Oui, ça existe encore. Ça existe Non, encore. mais c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Non, c'est Ça existe la encore, femme ça puisse choisir. ça existe encore. Un très grand restaurant C'est surtout gastronomique. hyper anxiogène. La femme a une carte, fortune. son prix, donc ça lui permet de choisir ce qu'elle a envie de manger. Excusez-moi, là, on parle d'évolution, de conscience et de prix. Là, vous nous remettez au Moyen-Orient, c'est forcément le monsieur qui paye. C'est la haute gastronomie française. C'est la gastronomie française. Vous avez allumé un peu, là, c'est pas bon. Alors, Sophie va devoir faire la gastronomie française. S'il vous plaît. Ce que j'ai aimé dans ce concept, c'est que ça redonne foi en l'humanité parce que j'ai demandé aux personnes si c'était viable ou pas, aux gérants. Et ils m'ont dit rentable. Ouais, rentable. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais eu autant de profit, que depuis qu'ils avaient laissé carte blanche aux gens. Et j'avais demandé. Et j'avais demandé s'ils faisaient quelque chose de spécial. Et ils m'ont dit on check juste une fois par mois si on est en profit. Et la seule chose qu'on fait, c'est de
faire à notre tour confiance aux clients pour que chacun laisse selon ses moyens et aussi selon la qualité de ce qu'ils ont reçu. Et effectivement, c'est juste, ça rejoint ce que vous disiez au début, d'être juste avec son intention. J'ai reçu quelque chose de bon, qu'est-ce que moi j'ai envie de donner. Et les serveurs sont payés quoi qu'il arrive, c'est ça? Et les serveurs sont payés quoi qu'ils ont un salaire. Il n'y a pas de tips, il n'y a pas de pourboire. Sinon, comment on fait ça? Ils prennent quoi qu'il arrive. Il n'y a pas ça. Et en plus, tout le monde est logé à la même enseigne, c'est-à-dire que les serveurs, les managers, les chefs, tout le monde reçoit le même salaire. Non, c'est un concept. C'est beau quand même. C'est super bon. C'est un truc, c'est une kibbutz. C'est ça, délicieux. Haute gastronomie, parce que j'ai mangé là-bas hier, et franchement, c'est hyper bon, quoi. Tout ce qui t'apporte, c'est. Et en plus, c'est genre, on est obligé de se questionner si sur sa faim. Vous en voulez encore? C'est bon, encore un vin? Vous avez encore faim? C'est génial. J'ose vélo. Moi, je suis tombée amoureuse. Merci beaucoup, Sophie Baudin. Écoutez, c'est très intéressant. Revenez la prochaine fois avec un petit restaurant caché. Ok. Ça fera plaisir. Voilà. Merci. J'entends le message. Alors, on va se retrouver dans un instant avec une thématique. On va parler de sophrologie. Avec une spécialiste qui va nous rejoindre. Ça va être très intéressant. Vous restez avec nous, ça vous intéresse? Avec plaisir. Ça vous intéresse? Allez, à tout de suite après la pub. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Le garage Eldorauto est spécialisé dans l'achat, la vente et la reprise de tout véhicule. Eldorauto, c'est aussi un centre de lavage à la main, un service valet VIP à domicile et également des prestations de services carrosserie, peinture, climatiseur, révision, test. L'importation de voitures de luxe et de collection est aussi un des points forts du garage Eldorauto. Eldorauto, votre garage à la française, qui vous accompagnera même dans vos démarches administratives. Pour plus de détails, contactez-nous au 09 959 42 55. Eldorauto, le meilleur pour votre auto. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. De retour dans Bienvenue chez vous avec une thématique pour cette troisième partie. On va parler de sophrologie. Alors ça vous dit quelque chose ou pas, mais on va en parler avec notre invitée qui est juste ici, Jessica Noah Vital. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez nous éclairer sur. Alors autour de la table, vous connaissez évidemment. Un petit peu, ouais. André Nataf connaît, elle en parle tout le temps. Enfin, il y a d'autres trucs là. Johan, Alimi, vous connaissez? Je connais, j'en ai fait un peu, ouais. Très bien. Sophie Baudin, prof de yoga, évidemment. On connaît vous avez aussi. entendu parler, Ouais. donc c'est bon, vous êtes entre spécialistes. Donc il n'y a c'est que bon, moi qui vraiment a besoin de d'explication. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie? La sophrologie, c'est un ensemble de techniques qui vont viser à détendre votre corps et votre mental. Pour cela, on va travailler sur 3 types de respiration. Des respirations abdominales, thoraciques et d'autres formes de respiration également. On va travailler donc sur la respiration contrôlée, la détente musculaire ainsi que la visualisation positive, c'est-à-dire l'imagerie mentale, pour modifier les différents états de conscience et pouvoir atteindre l'objectif que vous souhaitez. Ça me rappelle quelque chose, c'est pas de la méditation? Exactement, c'est une forme de méditation. Donc il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui va viser à détendre le corps et un aspect qui va détendre le mental. Donc tout ce qui concerne la détente corporelle va être travaillé par des respirations et la détente mentale par des méditations. Vous suivez là, Audrey? Bah oui, très bien, mais c'est ce que j'avais fait la dernière fois quand je parlais de méditation. Ça, vous êtes dedans là. Bah évidemment. Le En taquet, là. sophrologie, on va être dans la relaxation. La méditation, c'est quand même plus la qualité de présence et donc la qualité d'observation de son souffle Ça qui vous permet dit que la d'être différence entre méditation et sophro, c'est ça? C'est pas une question de différence, il n'y a pas de mieux et pas bien. Attention, il n'y a pas de combat, hein, Stéphane. Ah bon, je croyais, moi. Désolée, je suis désolée. Il existe différentes formes de faire un méditation. Mais ouais. non, mais c'est pour faire la différence entre la méditation, c'est pas que de la relaxation, c'est de travailler la qualité de présence. Alors justement, On oui. va préciser. Alors, la méditation, elle a différents buts. Donc, elle peut avoir un but qui va être médical, un but thérapeutique ou également un but d'accompagnement à la préparation mentale. Donc, la sophrologie, c'est pas seulement des respirations ou des méditations, ça vise à des buts spécifiques. Donc, suivant les besoins du sophronisé, c'est la personne que l'on nomme lorsqu'elle effectue une séance de sophrologie. Suivant ces besoins, on va orienter la séance de façon spécifique. Donc, au cours de celle-ci, le but est de travailler sur les différents niveaux de conscience de la personne
pour l'aider à atteindre ses ressources personnelles et pouvoir modifier dans son subconscient les éléments négatifs en positif. À cet instant, c'est comme si on vivait un petit peu un rêve. On va s'imprégner un petit peu de l'énergie d'un rêve qui est aussi forte au réveil que lorsque l'on dort. On a l'impression d'apprendre que c'est réel. Donc lorsqu'on fait une séance de sophrologie, c'est un petit peu pareil. Lors d'une méditation, le cerveau ne va pas distinguer la réalité des choses qui vont être émises par le sophrologue, ce qui va permettre de pouvoir considérablement améliorer la qualité de vie du sophronisé. C'est génial. Et pour les enfants aussi, c'est génial. Ah oui, ça peut être pour les enfants aussi. C'est tellement efficace. Effectivement. Donc le champ d'application, il est très vaste. Donc on peut très bien travailler avec les enfants à partir de l'âge de 3 ans, les adultes, les seniors, au cours de la périnatalité, donc l'accompagnement à la grossesse et post-accouchement également. On peut également travailler dans les milieux scolaires, en milieu hospitalier ou même en milieu d'entreprise. Donc c'est vraiment ça touche tout le monde, dans le travail, dans la relation, les enfants. Un enfant stressé par l'école, par exemple, oui, effectivement. C'est quelqu'un qui il peut venir effectivement. Effectivement. Donc ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Et ce que j'ai compris, c'est que donc une séance, c'est avec vous, en tête à tête. Oui. Et après, vous laissez la personne travailler sur elle-même, vous lui donnez des clés, et puis il vous donnez des petits exercices aussi parfois, des petites. Moi j'ai des personnes qui sont comme ça, ou justement que j'ai en coaching, etc. Ils vont voir en même temps des sophrologues, et donc un des objectifs c'est de réussir parfois à faire leurs exercices. Ils ont des petites cartes audio, des petits CD. Exactement. Alors comment ça se passe? C'est ça pratiquement. Le but c'est d'être complètement indépendant une fois qu'on sort de la séance, c'est-à-dire de pouvoir jongler avec les exercices respiratoires qui ont été mis en avant dans cette séance pour les accommoder dans notre quotidien. Donc ça veut dire les utiliser à n'importe quel instant. Par exemple, si on est soumis à un stress par rapport à un examen ou à une pression sociale, familiale, un choc émotionnel ou même une gestion de la douleur, on va travailler sur ces exercices respiratoires et les mettre en avant, les utiliser pour réguler notre corps, notre mental et pouvoir gérer nos émotions. Alors, je me souviens que les sportifs, notamment au tennis à l'époque, utilisaient beaucoup la sophrologie. Les grands joueurs de tennis utilisaient ça avant un match. Mais c'est la base, la respiration. C'est la base, le mental et le corps, quoi. Oui, tout à fait. En fait, avec la sophrologie, on va travailler, comme je vous ai dit, donc non seulement sur les respirations, mais également sur le mental. Donc, on peut faire une préparation mentale qui peut être poussée par les méditations, préparer la personne à réussir donc son sport, son examen ou toutes les choses qui peuvent la stresser. Générer un stress qui soit positif ou négatif, parce que le stress n'est pas que négatif. Le stress peut être positif. Le stress peut être positif. Le stress, c'est ce qui nous permet d'avoir une perturbation. C'est chimique, non? Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que le stress exactement? Le stress, c'est dans tout notre quotidien. C'est un mot qui est vraiment très banalisé déjà dans notre actualité, dans ce monde, et que l'on a du mal à identifier. Ce stress, il peut très bien être positif et négatif. Lorsqu'il est positif, par exemple lorsqu'on va préparer un mariage, ce sont pour des bonnes causes, mais on a quand même un stress qui est occasionné. Lorsqu'on va faire une rencontre, un entretien, toutes ces choses-là, ce n'est pas un stress qui va être négatif. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Je vais rentrer là-dedans, dans le chimique. Dans le corps, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a une hormone qui est sécrétée, qui est la cortisol. Cette hormone, normalement… Cortisol, avec un L. La cortisol, oui, avec un L. La cortisol. Non, non. Dissocié de la cortisone. La cortisol. Cette hormone, lorsqu'elle est sécrétée, elle a pour but… Ensuite, normalement, de créer de l'adrénaline, donc également pour protéger notre corps, pour le renforcer. À haute dose, donc ça veut dire lorsqu'on rentre dans un stress négatif, que ce stress, cette perturbation de notre corps a lieu beaucoup de fois, trop de fois, notre corps ne la supporte plus de la même façon. Donc notre corps devient, entre guillemets, sensible à cette hormone qui va engendrer des désagréments corporels et mentaux. Donc on va retrouver… Les mal de ventre ou les… Exactement. On va retrouver les agréments des symptômes du stress. Les palpitations, les crises d'angoisse, la boule au ventre, le nœud à la gorge, les épaules tendues, tous ces symptômes qui peuvent nous rentrer en situation de stress. Donc ça, c'est mauvais pour la santé de manière générale, d'accumuler ce genre de… C'est mauvais parce que le corps est sans cesse modifié, rentre en perturbation totale. Donc il a besoin de fournir un effort supplémentaire pour se réguler. Cet effort
Cet effort ne convient pas au corps qui va rentrer ensuite dans des défaillances. Ça va entraîner des maladies chroniques, des diabètes de type 2, des prises de poids, des insomnies. Donc c'est vraiment, c'est pas avantageux du tout pour le corps de rentrer dans ce stress. Prof de yoga, ça vous parle? Bien sûr. On est dedans, là, dans votre univers. On est complètement dedans. On retrouve en fait ces éléments-là, la respiration, la visualisation, le mental, l'écoute du corps. Je pense qu'on va tous en fait dans la même direction avec des outils différents, tout simplement. Et ils sont complémentaires. Ils sont tous complémentaires. On peut tout faire. Bien Coaching, yoga. Complètement. Sophrologie, cinéma, ça marche. Un petit film, ça fait plaisir. Mais ceci dit, moi, il y a 28 ans déjà, j'en ai fait de manière thérapeutique. C'est-à-dire que c'est un très grand spécialiste, un grand médecin, qui m'avait envoyé voir un sophrologue et on avait déjà à cette époque fait beaucoup d'exercices dans ce sens-là et jusqu'à aujourd'hui ces techniques que j'utilise parfois et que je fais utiliser autour de moi des fois, pas forcément aux enfants mais des fois ça m'est arrivé à mon entourage parce que c'est vraiment une technique d'apaisement, quoi. Ça permet de s'apaiser, si on a compris, de parfois de trouver le sommeil, quoi. Ouais, si on a compris, on peut l'utiliser sur nous-mêmes à n'importe quel moment. C'est surtout très rapide. On n'a pas besoin de faire 50 000 trucs ni de prendre des cachets invasifs. Ça va très vite. C'est une technique en fait. Vous tous qui connaissez cette technique, vous l'utilisez régulièrement. Quotidiennement, évidemment. Au quotidien. Mais tous les jours, sans question. Ça paraît tellement dingue qu'on n'apprenne pas ça plus tôt. Il y a un truc tout bête, par exemple, qu'on oublie de faire, vous me corrigez si je me trompe, parce que je suis un peu vieux, moi, mon apprentissage, mais c'est de réfléchir d'où doit venir la respiration. Souvent, on respire sans faire attention d'où ça vient, on respire par le thorax. On n'a pas besoin d'abord, normalement, ça se fait tout seul. Voilà, ça se fait tout seul, et on respire par le thorax, on respire mal. Et en fait, la respiration abdominale et la respiration qui est normalement dite naturelle, comme les enfants, comme les bébés quand on dort d'ailleurs. Exactement, c'est au niveau de l'abdomen. C'est modifié, exactement, c'est modifié notamment par le stress et par la pression sociale. Tiens-toi droit, fais attention à ce que tu fais. Donc toutes ces choses-là modifient notre respiration et donc du coup on respire plus par l'abdomen. Ah oui, on suffoque un peu comme ça. Quand on est stressé, on se met à parler comme ça et on est très en haut. Alors que si on apprend à l'envoyer vers le bas, d'un coup, je vais être beaucoup plus posée et ancrée. Et si on fait des prises de sang à ce moment-là, on voit qu'effectivement, d'un point de vue endocrinien, tout se vérifie. Elle a raison, c'est exactement ça, c'est tout à fait ça. C'est prouvé, tout ça, quoi. La sophrologie va abaisser le rythme cardiaque, concrètement. Donc si notre rythme cardiaque est abaissé, tout notre organisme se régule automatiquement. Il y a des plongeurs sous-marins qui viennent nous voir, par exemple, quelqu'un qui doit faire de l'apnée. Ils apprennent. J'imagine qu'ils apprennent la sophrologie. Bien sûr, ils apprennent par les respirations, comment respirer, comment faire de l'apnée, parce que l'apnée n'est pas évidente, c'est pas forcément ce qu'on croit, normalement. C'est pas naturel, toutes ces respirations ne sont pas naturelles. D'accord. Et alors, je pensais aux phobies, par exemple, les situations de phobie, jusqu'à la peur d'avoir peur. Il y a des phobies qui ont peur d'avoir peur, de se retrouver dans une situation. Oui. Ça marche aussi, alors? Ça marche également. Donc, on va travailler sur la conscience, sur les prises de conscience, sur le développement personnel, sur les respirations, sur le subconscient également. Et on va modifier les croyances que le cerveau s'est imposées de par l'éducation, les chocs, les rencontres qu'on a pu avoir durant notre vie. Toutes ces croyances qui nous poussent à avoir cette pensée que cette peur nous appartient. Souvent, on a des peurs qui ne sont pas les nôtres. Donc, soit on nous les a imposées de façon indirecte dans notre subconscient. Social ? Oui, effectivement. Ça peut être social, ça peut être au niveau également de l'enfance. C'est vraiment très vaste. C'est chacun avec son histoire en réalité. Mais toutes ces choses-là ne sont pas forcément en nous ou ancrées en nous de façon naturelle. Elles ont été imposées avec le temps. On va dire que le cerveau, normalement, il est vierge. Il n'a aucune imposition psychologique qui est faite. Il n'y a pas de limite normalement. La personne a des limites. Pourquoi? Par rapport à ce dont elle a vécu et ses ressentis vis-à-vis des choses qu'elle a pu vivre. Comment elle a pu appréhender cette épreuve, cette rencontre, cette éducation. Et toutes ces choses entravent certaines ouvertures de notre vision au niveau de notre cerveau, ce qui fait qu'on arrive à avoir des peurs et des limitations psychologiques. Il y a une petite différence entre les enfants et les adultes pour l'utilisation de la sophrologie? Oui, donc les enfants à partir de l'âge de 3 ans, on appelle ça la sophroludique. Donc avec les enfants, on va s'adapter à leur motricité, à leur capacité psychologique, donc à leur âge mental également. Et on va faire cette thérapie par le jeu, donc de sorte à pouvoir les intéresser, les captiver et pouvoir également parler la même langue qu'eux. Donc ça veut dire entrer dans leur monde, s'intéresser davantage à ce qu'ils aiment, orienter la séance de façon ludique par la thérapie, par respiration, en mimant par exemple des animaux, par les méditations qui vont être orientées par
par exemple par des petites histoires qui vont être ludiques, adaptées à ce que l'enfant aime, toutes ces choses qui vont pouvoir l'intéresser et le captiver durant la séance. Sur des retards scolaires, des problématiques d'école, ça peut fonctionner aussi. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, par la respiration, on peut se concentrer. Donc on parle également de préparation mentale dans ce sens-là, comme je vous l'ai mis en avant. Par la respiration ou la visualisation? Alors les deux. La respiration, c'est ce qu'on fait de façon concrète lorsqu'on est conscient, ça veut dire au quotidien. Si on a quelque chose, une émotion à réguler à un instant présent, on effectue les respirations. Lorsque c'est une préparation, que c'est quelque chose qu'on veut travailler en profondeur, on travaillera donc sur le subconscient, sur les différents états de conscience, parce qu'on sera placé dans un état de veille entre le sommeil et l'éveil, un petit peu comme le rêve, comme ce que j'ai pu vous expliquer auparavant. Et dans cet état-là, on pourra tout modifier en positif. Donc ça nécessite quand même un temps spécifique. C'est pas au moment même où on ressent les choses qu'on effectue la méditation. C'est plutôt en préparation mentale. C'est toujours la même chose. Si tu t'amuses à faire ça quand c'est vraiment le moment où c'est en stress et panique, c'est moins efficace que si tu as déjà mémorisé. Même il y a une mémoire du corps. Enfin, tout se mémorise avant. Donc tu fais ça quand tout va bien. Puis le jour où ça va pas, il n'y a même plus le même niveau de stress. Tu sais gérer. Et voilà. Enfin, tout est dans la respiration, les sentiments. En fait. Oui. Tout est dedans. Tout est dans la respiration. Tout est dans la respiration. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on peut. C'est quand même ce qui nous permet de vivre. Ça nous permet de vivre. Ça paraît naturel de le faire, mais effectivement, il faut se concentrer pour comprendre que ça peut nous aider à vivre mieux. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas si simple. Il y a un petit travail à faire quand même. Hein. Il y a du travail. C'est quand même assez simple parce que les respirations, on peut les effectuer à tout moment dans n'importe quel endroit. Assis, debout ou allongé. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. On a tous la capacité de le faire. Peu importe la motricité ou la capacité de la personne, c'est approprié à tout le monde. À tout âge et à toute personne. D'accord. Très bien, on espère. Ne fais pas un petit test, un petit peu pratique. Moi, non. Moi aussi, ça fait mal. Non, ça fait pas mal. Alors allez-y, un petit exercice. On fait tout ça pour terminer. Ok, alors déjà pour vous expliquer comment ça se déroule un exercice respiratoire. Donc on vide toujours les poumons pour recommencer un cycle respiratoire nouveau. Lors de cet exercice, on va travailler sur une libération d'endorphines dans le cerveau pour permettre de diminuer le stress et également de pouvoir s'endormir en 1 minute si vous arrivez à refaire cet exercice de façon constante et régulière au quotidien, minimum 2 fois par jour, je vous le conseille. D'accord? Donc pour réguler le cycle respiratoire, on inspire profondément par le nez, en gonflant la cage thoracique, puis on souffle profondément pour commencer. Et on souffle. Très bien. Puis ensuite, on va travailler sur 3 temps. Une inspire qui va durer 4 secondes, une rétention d'air durant 7 secondes, puis une expire durant 8 secondes. Donc on va essayer de prendre un rythme. On prend un rythme, un tempo. Lorsqu'on se sent prêt, vous pouvez tous fermer les yeux. Je suis encore à l'apnée, moi, merde. Alors on y va, là. On fait là. 4 secondes, 7 secondes et. Je vous guide, on perd un téléspectateur. Ils sont en train de s'endormir avec nous. On y va tous en même temps. On fait tous ensemble. Allez. Restez avec nous, restez avec nous. Faites-le aussi. Alors on va prendre. Oui. Alors on prend une profonde inspiration par le nez durant 4 secondes, en gonflant bien les poumons et en effectuant une rétention d'air durant 7 secondes bien profondément. On prend conscience de l'air qui va être stocké au niveau de nos poumons, de cette respiration haute, et on va souffler très profondément par la bouche durant 8 secondes, en vidant un maximum les poumons, en rentrant la cage thoracique de plus en plus. Très bien. Puis on va recommencer, renouveler cet exercice durant 2 fois. On inspire de nouveau très profondément, on gonfle l'ensemble du thorax, on prend conscience de l'air stocké au niveau de la respiration haute, et on souffle très profondément durant 8 secondes. Très bien. Puis on recommence une dernière fois à votre rythme. Lorsque vous vous sentez prêt, vous inspirez bien profondément durant 4 secondes, en gonflant de nouveau bien vos poumons. Vous bloquez un court instant durant 7 secondes l'ensemble de l'air dans vos poumons et on souffle très profondément. Très bien. Donc ça, c'est une respiration. Comment vous vous sentez déjà? J'étais partie ailleurs. Il fallait faire ça avant l'émission, merci. Ah mais je suis partie ailleurs. C'est fou. Je me suis vraiment concentré, j'ai pris là et j'étais ailleurs.
Là, En fait, Stéphane Calvo, c'est un maître Il y a des- yogi il y a en des puissance. caméras Je sais pas. Ça vous permet non seulement, peut-être doué, oui, de lâcher prise. Là, vous avez lâché prise Ah tout ouais. simplement, pris un instant pour vous, donc c'est très important. Et vous avez modifié un cycle respiratoire naturel. On a cherché une respiration plus profonde que l'habitude. Donc votre cerveau a eu de l'endorphine. Donc du coup, vous allez pouvoir maintenant apprendre à gérer votre stress et vous endormir plus rapidement, avoir un sommeil surtout qui va être récupérateur en quelques instants par une respiration qui prenne quelques secondes au quotidien. Donc c'est vraiment quelques temps dans votre quotidien qui peuvent considérablement changer vos journées et votre vie. On j'ai ira envie vous de voir dire. tranquillement. Avec Merci plaisir. Jessica Noah Vital, sophrologue, relaxologue. Oui, merci. un peu partout, je crois. Vous avez Ashdod. Alors, je Tel Aviv. consulte en point fixe à Tel Aviv, à la clinique Dizengoff Clinic, et dans mon cabinet à Jod, cabinet Neshima, également à domicile dans tout Israël. Très bien, Jessica Noah Vital. Merci Oui, beaucoup d'être merci venue là. beaucoup, merci à vous. tous Merci. D'avoir été avec nous cette zen. Là, je suis mieux. Là, Ah, c'est voilà. pas la belle. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bienvenue chez vous sur A+. Avec plaisir. Salut à tous. A plus, A plus, A plus, A plus.